BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Il est 15h, je suis ravie de vous retrouver pour BFM Crypto, le club. Aujourd'hui, vous le savez, on répond à toutes les questions que vous nous avez envoyées sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr avec nos deux experts. Morgane Ellandou, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane, tout juste venue de Bruxelles. Effectivement. Vous êtes la bienvenue évidemment sur ce plateau. Et Manuel Valente, directeur scientifique chez CoinHouse. Bonjour Manuel. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver également. Vous nous avez posé plein de questions, mais continuez, que vous soyez investisseurs avertis ou débutants. Toutes vos questions sont intéressantes, évidemment. On y répond tous les jeudis. Et on va commencer par la première, celle de Ludovic. Pour vous, Manuel, le Bitcoin fait partie d'un système de blockchain avec les autres cryptos, moyen plus sécurisé à la base. Avec l'arrivée future des calculateurs quantiques, la crypto est-elle menacée ? Oui et non. Ah. Donc, ce sont des choses qui évidemment occupent pas mal, beaucoup de réflexions à l'intérieur de l'écosystème de la crypto. Effectivement, l'arrivée des ordinateurs quantiques va être une révolution complète. Et on voit depuis quelques années arriver de plus en plus des ordinateurs quantiques qui sont de plus en plus puissants. Et il est légitime de se poser la question, est-ce que ça va poser un risque à la crypto ? Parce qu'on sait que la crypto, elle dépend notamment de mécanismes techniques qui s'appellent la cryptographie asymétrique. Et on sait que potentiellement, les mécanismes de cryptographie asymétrique pourraient être sensibles à l'arrivée des ordinateurs quantiques. Alors, les développeurs, notamment sur Bitcoin, ont déjà prévu le coup. Et ça fait plusieurs années qu'ils ont travaillé sur une résistance potentielle aux ordinateurs quantiques. Depuis en fait 2012, on peut dire que la blockchain Bitcoin, à l'heure actuelle, depuis 2012, est protégée contre les attaques quantiques. Ce qui veut dire que les transactions qui ont eu lieu avant 2012, elles pourraient éventuellement être à risque. Alors, les transactions qui ont eu lieu avant 2012, il y en a certaines qui sont quand même particulièrement importantes, puisque par exemple, les 800 000 bitcoins qui appartiennent à Satoshi Nakamoto pourraient être éventuellement à risque. Alors, il y a des réflexions à l'intérieur de la communauté Bitcoin. Il y a notamment des gens qui ont proposé directement de détruire ces 800 000 bitcoins et les autres transactions qui ont eu lieu avant 2012. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez des cryptos que vous avez acquises récemment, vous n'êtes absolument pas à risque. Si vous avez des cryptos très 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 anciennes, au-delà de 2012, vous devriez les déplacer. Et dans ce cas-là, le risque est complètement rendu nul. Les déplacer de quelle façon ? Les envoyer vers une autre adresse. Créer un nouveau portefeuille, envoyez-les vers une adresse plus récente et vous n'êtes pas à risque. Les autres blockchains, elles ont pris les leçons de Bitcoin et elles ne sont pas à risque à l'heure actuelle. Voilà pour la réponse à Ludovic. Édouard demande à Morgane, que pensez-vous de Ondo ? Et il précise soutenu ou détenu par BlackRock. Oui, alors Ondo, en fait, c'est la crypto qui va aider la plateforme qui s'appelle Ondo Finance. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette plateforme ? Elle est spécialisée sur la tokenisation des actifs réels, et notamment les bons du trésor américain et les obligations d'État. Alors, BlackRock, évidemment, s'intéresse énormément à cet outil. On sait que BlackRock a beaucoup d'ambition dans cet écosystème, et je pense que Ondo pourra jouer un rôle important. Ils ont déjà tokenisé un de leurs ETF, notamment. Alors, à quoi elle sert, cette crypto, finalement ? C'est un token qui a en fait une possibilité de gouvernance. Donc en fait, je vais pouvoir voter sur le protocole, je vais pouvoir donner mon avis, par exemple, sur les prochains produits qui seront peut-être sur la plateforme d'Ondo. Et finalement, c'est si on s'intéresse au monde de la tokenisation, donc des real world assets et de la DeFi, ça peut être effectivement une plateforme, en tout cas une crypto qui peut être intéressante. C'est soutenu non seulement par BlackRock, on l'a dit, Goldman Sachs, Franklin Templeton. Ils ont fait aussi un partenariat avec Mastercard. Ils sont soutenus par XRP, Solana. Donc effectivement, en fait, c'est quand même une plateforme qui est très très bien positionnée quand on s'intéresse au monde de la finance traditionnelle, TradeFi, on appelle ça chez nous, et le monde de la finance décentralisée. En fait, ils veulent vraiment faire un pont entre les actifs du monde réel et la blockchain, c'est-à-dire un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24, et toute la fluidité, la non-nécessité de l'administration aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont facilitées, et c'est vrai que Ondo est bien positionné dans cette catégorie-là. Une question pour Kylian qui est intéressante. Pourquoi l'Ether est-il si plébiscité alors qu'il n'a pas de quantité maximale comme Bitcoin ? Manuel ? Alors,
C'est une question intéressante. La première chose à dire, c'est que il n'y a pas que la quantité maximale d'unités pour une crypto qui peut lui donner de la valeur. Oui, parce que pour Bitcoin, on rappelle que ça donne de la rareté. Exactement. On parle souvent de Bitcoin comme l'or numérique, justement à cause de cette rareté. Et effectivement, Ethereum n'a pas cette limite maximale qui pour Bitcoin est à 21 millions. Mais par contre, Ethereum a des qualités qui sont relativement intéressantes. Et notamment le fait qui n'existe pas chez Bitcoin, qui est qu'il y a de la destruction monétaire chez Ethereum, notamment lorsque, à chaque fois que vous faites une transaction sur Ethereum, vous avez une petite fraction de vos Ethers qui sont brûlés, qui sont complètement détruits. Et ça, c'est intéressant parce que ça réduit la quantité d'Ethers disponibles sur le marché et ça, du coup, ça combat l'effet inflationniste. Alors, si on regarde au final, l'inflation actuelle sur Bitcoin est de 0,8% par an. Et l'inflation de Ether à l'heure actuelle est de 0,5%. Donc en fait, Ether est en fait à l'heure actuelle moins inflationniste que Bitcoin. Mais surtout, ce qui est vraiment la grosse différence entre Ethereum et Bitcoin, c'est la création de ce qu'on appelle les smart contracts. Alors on en discutait il y a une seconde. Les smart contracts, c'est tout ce qui va nous permettre de faire des applications de finances décentralisées, des applications financières, d'assurance, etc. Toutes choses qui n'existaient pas avant l'apparition d'Ethereum. Et c'est vraiment ça qui lui donne tout son intérêt. Le rôle de Bitcoin et d'Ethereum, en fait, c'est presque pas du tout comparable. Absolument. C'est ça, hein, Bitcoin, c'est vraiment devenu un moyen de paiement ou un moyen d'épargne en quelque sorte. Et vous avez certains acteurs dans l'écosystème Bitcoin qui se disent que ça pourrait être intéressant de rajouter des smart contracts sur Bitcoin, mais pour l'instant, c'est pas fait. Une question de Richard, d'ailleurs il en a deux. La première est destinée à Morgane, c'est une question de sécurité. J'ai investi dans les cryptos auprès de 3 plateformes, Kraken, Coinbase et Binance, afin de diversifier. En termes de sécurité, j'ai une connexion via identifiant et mot de passe, ainsi qu'un Google Authenticator. Mes cryptos sont dans le portefeuille sur les plateformes. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que je dois ajouter une sécurité supplémentaire, Morgane ? J'aime beaucoup cette question, donc merci Richard, si je ne me trompe pas, pour votre question, parce qu'en fait elle est très pertinente. Beaucoup de gens s'intéressent maintenant à l'écosystème. J'ai notamment fait un podcast récemment avec Thomas Mayol, grand vulgarisateur sur l'éducation financière, et ces questions-là, elles reviennent directement. Quelqu'un qui se lance, c'est super important de savoir au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors déjà, félicitations Richard, parce qu'il y a un Google Authentificator qui a été mis sur les plateformes, et ça c'est super, super important. Le 2FA, on appelle ça, donc bravo. Par contre, ce que je rajouterais, c'est une petite sécurité, moi, que j'aime bien mettre en place dès le départ, c'est un email dédié aux cryptos. C'est-à-dire que je vais avoir une adresse mail qui n'est pas ma Gmail, Hotmail, enfin voilà, peu importe, là où on reçoit nos factures, nos mails un peu classiques. D'accord. Et on a une boîte mail dédiée aux cryptos. Donc ça veut dire que quand on s'inscrit sur cette plateforme-là, on le fait avec cette email spécifique. Oui. On peut la modifier rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas fait. Je vous rassure tout de suite. En fait, ça va permettre quoi au niveau de la sécurité? Déjà, je ne vais pas cliquer sur n'importe quoi beaucoup plus facilement si c'est mon adresse mail classique, puisque je reçois des publicités, des promotions. Et des fois, les hackers, ils sont quand même très, très pertinents. Ils savent exactement ce sur quoi vous pourriez cliquer quand ils connaissent vos intérêts et surtout s'ils savent que vous avez des cryptos. Donc, une adresse mail dédiée aux cryptos, on la connecte à notre plateforme. Là, il y en a 3, donc faites-le bien sur les 3 plateformes différentes. Et puis, pour la traçabilité, Sandra, ça a vraiment du sens puisqu'en fait, j'ai une adresse mail dédiée. Donc, en fait, tous les mails qui arrivent, j'ai une date certaine, j'ai un moment clé. Et ça, pour pouvoir faire un tableau Excel ou mettre sur un tracker pour suivre un peu mes investissements ou ce que j'ai fait dans l'écosystème, ou d'un point de vue de la taxation, eh ben, c'est très, très important. Donc ça, c'est la petite chose que je rajouterais. La deuxième chose, il a parlé d'un portefeuille sur les plateformes. Attention, je recommanderais peut-être, je suggestionne, évidemment, c'est une recommandation, d'ouvrir un hard wallet, un cold wallet, par exemple. Comme Ledger. Ledger, Engrave, il y en a plein. Le pionnier aux États-Unis, Trésor, par exemple. Oui, mais Ledger, c'est français. Ledger, c'est français. Moi, j'aime beaucoup Ledger. Voilà, vous le savez, j'en parle quand même souvent aussi dans cette émission. Et alors là, on doit juste gérer nos 24, peut-être même 25e mot. Moi, je recommande de mettre un 25e mot quand vous ouvrez votre portefeuille. Et là, en fait, vous êtes quand même beaucoup plus sécurisé. Vous possédez réellement vos cryptos, vous possédez en fait vos clés privées. Et puis, le niveau supérieur, pour ceux qui nous écoutent, ce serait peut-être un multisig. Un multisig, ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui vont devoir signer une transaction pour pouvoir accepter, en fait, par exemple, de faire un transfert. Et ça peut aller jusqu'à plus de personnes. On peut aller jusqu'à 4 personnes avec 3 personnes qui sont nécessitées dans l'opération pour pouvoir dire « OK, on accepte cette transaction ». Donc, il y a 2 niveaux potentiels pour les portefeuilles. Là, on est dans le top du top de la sécurité, quand on va jusque-là. Et Richard nous demande aussi un avis crypto. Manuel, il dit « Je souhaiterais connaître votre avis sur Wallet IQ ». Je pense que ça se prononce comme ça, qui est en pré-sale. Le livre blanc me paraît intéressant, tant sur les technologies que
sur les besoins en DeFi. Cependant, il n'y a aucune information sur les fondateurs, l'équipe, les partenariats. Qu'en pensez-vous? Faut-il investir? Là, c'est Alors, je vais vous faire un aveu, je ne connaissais pas le projet WalletIQ. Donc la première chose que j'ai fait, évidemment, c'est d'aller sur le site web de WalletIQ. J'ai regardé un peu ce qui se passait. La première chose qu'on peut faire, c'est féliciter Richard d'avoir déjà lu le livre blanc. Parce que il a déjà fait son travail d'investisseur potentiel, de regarder un peu comment le projet va fonctionner, etc. Alors, est-ce que c'est un problème qu'on ne connaisse pas forcément ou que les créateurs soient anonymes? On a des projets particulièrement intéressants, à commencer par Bitcoin avec Satoshi Nakamoto, dont le créateur n'est pas connu et qui fonctionnent très bien et qui sont très sécurisés. Alors par contre, je me suis posé un peu quelques questions et qui sont d'ordre général et qu'on doit se poser sur l'ensemble de ces genres de projets. La première, c'est donc WalletIQ, c'est un projet qui vous permet d'avoir un portefeuille crypto. Donc on parlait tout à l'heure de Ledger. WalletIQ, ça va être une application que vous allez avoir sur votre téléphone. La première chose, c'est que l'application, elle n'est pas disponible. Donc ça, c'est déjà un peu un red flag. C'est qu'ils vous vendent un jeton alors que l'application n'est pas encore disponible. C'est déjà un tout petit peu inquiétant. La deuxième chose, c'est à quoi servira le jeton. Et le corollaire de ça, c'est comment est-ce que cette entreprise prévoit de gagner de l'argent? Est-ce qu'ils vont vendre l'application? Et dans ce cas-là, ça va être relativement difficile. Ou est-ce que le jeton sera utilisé pour le quotidien, etc. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et la dernière chose, c'est que, à ma connaissance, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune crypto qui s'est imposée sur ce marché en se basant sur la création d'un portefeuille numérique. Ouais. Malheureusement. Et encore une chose, c'est que pour l'instant, c'est une crypto qui est en prévente. Donc prévente, ça signifie que vous n'avez pas encore le véritable cours qui sera fixé par les marchés. Donc je pense que sur un projet comme WalletIQ, on est quand même sur un niveau de risque qui est quand même relativement élevé. Donc on ne saurait suggérer à Richard que vraiment beaucoup de prudence et de faire très attention sur ce genre de projet. En tout cas, les questions de Richard sont très pertinentes. On l'a vu dans ces deux domaines. Une question plus de novice et on est très contente que Stéphane nous l'ait posée. Je regarde votre émission et vous parlez souvent de miner des cryptos. Qu'est-ce que ça veut dire, Morgane? Oui, le minage, c'est central quand on s'intéresse à cet écosystème et particulièrement à Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont on va créer en fait une crypto. En l'occurrence, la toute première crypto mondiale qui est Bitcoin. Le minage, c'est la manière dont Bitcoin aujourd'hui est créé. Alors comment Bitcoin est créé? Il y a une mise en concurrence qui est faite en fait par les mineurs, donc ce sont des ordinateurs, ce ne sont pas des personnes. Pourquoi mineurs aussi? Parce qu'en fait, c'est une petite métaphore par rapport à quand on avait des mineurs qui allaient chercher l'or dans les mines. Exactement. Donc quand je dis mineurs, pour la première fois, les gens ouvrent les yeux. En fait, c'est une métaphore. Et donc, ce sont des ordinateurs qui doivent avoir une certaine puissance, qui vont en fait utiliser de l'électricité et qui sont mis en concurrence les uns contre les autres. Aujourd'hui, on a des sociétés entières qui sont spécialisées. Elles ont des farms de minage, on appelle ça, et elles ne font que ça. Donc effectivement, si vous êtes un particulier chez vous et que vous vous demandez si vous pouvez miner du Bitcoin, peut-être pas, même si de temps en temps ça arrive, mais grosso modo, vous êtes en concurrence face à des mastodons aujourd'hui. Il faut une très grosse puissance de calcul. Exactement. Ouais. Et ils sont spécialisés là-dedans et ça va de plus en plus vite. Le hash rate, la puissance avec laquelle il faut faire tout ça. Donc on a un bloc toutes les 10 minutes sur Bitcoin et il y a une émission en fait qui est faite de Bitcoin par le minage et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du halving, ça va dépendre du nombre de blocs sur Bitcoin auquel nous sommes, puisque tous les 210 000 blocs sur la blockchain de Bitcoin, par exemple, on a une division de sa production en deux. Ouais. Et donc, selon le niveau dans lequel je suis, le halving, eh bien, je vais avoir une production de X Bitcoin par bloc. Actuellement, si je ne me trompe pas, on est à 3,125 Bitcoin toutes les 10 minutes sur la blockchain de Bitcoin. Et donc, c'est comme ça qu'est miné, donc qui est créé finalement le Bitcoin aujourd'hui. C'est via les mineurs. Voilà pour la réponse à Stéphane. On fait un petit pas de côté en disant qu'effectivement, il y a un grand débat en ce moment sur le minage. Les politiques français commencent à s'en emparer de ce débat parce que les détracteurs disent que le minage de Bitcoin, ça dépense justement énormément d'énergie. En France, on n'en fait pas, mais il y a des zones dans le monde où il y en a beaucoup, la Russie, le Texas, par exemple. Et ce débat commence quand même un petit peu à être traité par les politiques en Europe, Morgane. Oui, déjà, on voit de plus en plus une migration des nouveaux projets qui arrivent pour du proof of stake, parce que justement, il y a tellement eu de critiques pour cette preuve de travail qui nécessite énormément d'électricité. Ethereum qui a fait le passement de l'un à l'autre via deux merges en 2022, et beaucoup de projets aujourd'hui sont quand même plutôt en proof of stake. Moi, je pense qu'on est quand même sur encore une technologie qui est jeune. Ça fait 16 ans que
Bitcoin via le bloc Genesis en janvier 2009, mais qu'il a été créé pour la première fois et qu'on utilise cette preuve de travail. Il y a quand même aujourd'hui une volonté d'aller chercher de l'électricité qui n'est pas utilisée. Ça, c'est super intéressant parce que c'est l'électricité dont on ne sait pas quoi faire. Il y a aussi tout ce qui est les barrages d'eau. Donc, effectivement, il y a des zones plus propices pour le minage. Je sais que la Russie s'intéresse particulièrement au minage. Ils ont mis en place d'ailleurs des lois récemment. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être mises en place par rapport au minage en Europe. Et c'est vrai qu'en France, il y a eu récemment plusieurs annonces. Il va falloir voir qu'est-ce qui va être mis en place. Mais tant qu'il y a l'électricité qui est perdue, je pense que c'est quand même pertinent d'aller chercher cette électricité pour miner du Bitcoin. Et puisqu'en plus, il y a une volonté des États aujourd'hui d'avoir des réserves en Bitcoin, c'est ça. C'est intéressant. Exactement. Le débat est intéressant et on va le suivre évidemment avec nos experts dans cette émission. Sahel nous demande que pensez-vous du projet Pi Network, Manuel? Alors Pi Network est un projet de ce qu'on appelle des oracles. Alors, un oracle, à quoi ça sert? L'idée, c'est le premier projet d'envergure de ce genre, c'est un projet qui s'appelle Chainlink et qui fonctionne principalement sur la blockchain Ethereum. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à donner de l'information. Parce que une blockchain, en général, n'est pas capable d'aller récupérer de l'information ailleurs qu'à l'intérieur de sa propre des données de la blockchain. Or, si j'ai besoin d'avoir des informations sur, par exemple, quel est le cours de l'or, quel est le cours de l'euro par rapport au dollar, et ainsi de suite, toutes sortes d'informations qui sont aujourd'hui indispensables pour le fonctionnement des applications en finance décentralisée, eh bien, on n'a pas ces informations faciles d'accès. Donc, Chainlink a été le premier à se lancer sur ce genre de créneau en fournissant toutes sortes de données, des cours, des informations qui peuvent aller jusqu'à quelle est l'équipe qui a gagné tel ou tel match de foot ou de rugby, etc., qui peuvent être utiles pour les applications de paris sportifs ou autres. Donc Pi Network, lui, il se lance sur, non pas la blockchain Ethereum, mais sur la blockchain Solana, qui actuellement a pas mal le vent en poupe et qui développe toutes sortes de projets autour de la finance décentralisée. Donc voilà, c'est un concurrent direct de Chainlink sur Solana, qui aujourd'hui est le plus développé. Et donc c'est un projet qui est absolument indispensable aujourd'hui, je dirais, au fonctionnement des applications décentralisées sur Solana. Une question fiscalité. On est en pleine période fiscale. Alors vous me dites si vous pouvez y répondre, sinon on la posera à l'un de nos fiscalistes. On en aura pas mal dans l'émission au cours des semaines qui viennent, évidemment, pour vous aider dans vos questions. Gérard nous dit, je fais du trading très court terme, quelques minutes sur des cryptos type BTC, avec une plateforme type Kraken. Que dois-je déclarer sur ma déclaration d'impôt? Est-ce qu'on a un début de réponse à lui apporter, Morgane? Oui, je peux tenter de lui donner un début de réponse. Alors déjà, pour les débutants, BTC, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Au cas où, hein, c'est quand même bien de resituer. Ouais. Et en fait, il y a 3 régimes possibles. Il y a soit la flat tax, donc ça, c'est dans le cadre d'une gestion privée, d'un patrimoine classique privé, une personne physique. Et là, c'est 30% sur la plus-value qu'on va faire lorsqu'on fait une cession, parce que finalement, c'est une cession d'actifs quand même, le trading. Hein. J'achète, je revends, etc. Par contre, il y a 2 autres régimes potentiels aussi. C'est soit le BIC, alors là, c'est plutôt pour les professionnels normalement, donc les entreprises qui font ça à titre professionnel, achat, revente, trading. Et il y a le BNC. Et le BNC, là, c'est peut-être le cas de la personne qui nous a posé la question. C'est une personne privée qui, néanmoins, a des activités qui ressemblent à une activité professionnelle. Alors, on va prendre des éléments comme la fréquence d'achat, est-ce qu'il y a une formation, quelle plateforme est utilisée, plein de critères qui vont faire qu'on va savoir si on est soumis ou pas à cette fameuse taxation du BNC. Si cette personne a entrepris des démarches pour un peu se professionnaliser et faire ça une bonne partie de son Oui, puis surtout si je fais ça tous les jours, tout le temps, est-ce que je suis vue comme un professionnel ou pas? Et non, mais dans les faits, on pourrait croire et on peut être assimilé en fait à une activité professionnelle. Et là, c'est régi effectivement par le BNC. Ouais. Vous pouvez évidemment continuer à nous poser des questions. crypto@bfmbusiness.fr. On a donné des débuts de réponse évidemment, mais si vous avez des questions qui suivent, vous continuez à nous les envoyer. Une autre question pour Manuel. Est-ce que toutes les cryptos ont une offre limitée? Alors pas forcément. On parlait tout à l'heure d'Ethereum qui n'a pas d'offre limitée. Et je dirais que en fait, chaque gestionnaire de projet crypto va lui-même prendre la décision de quelle est la supply totale qu'il va créer pour son projet, à quel rythme est-ce qu'elle va être générée, est-ce qu'il y a une limite absolue ou pas, et ainsi de suite. C'est parmi les questions qu'on doit se poser lorsqu'on doit se poser sur
est-ce que je vais investir dans telle ou telle crypto, Oui. à quelle fréquence est-ce que je vais avoir des nouveaux blocs et de nouvelles créations. On parlait tout à l'heure du concept de minage ou de validation sur les chaînes en proof of stake. Donc, c'est vraiment dépendant de chaque projet qui va décider. Donc effectivement, il y a certains projets qui ont une supply complètement illimitée, type Ethereum. Certaines ont une supply qui est créée au fur et à mesure du temps, comme Bitcoin. Certaines ont même une supply qui est d'ores et déjà générée dès le début du projet. On pense par exemple à XRP, et qui ensuite va être livrée, qui va être lancée sur le marché au fur et à mesure du temps. Toutes ces informations-là, elles se retrouvent dans les informations qu'on peut chercher sur le projet, évidemment, avant d'investir. Oui, avant d'investir, effectivement. Pour commencer, d'ailleurs, pour commencer juste un investissement dans les cryptos, vous conseilleriez quoi? D'aller tout de suite sur des projets un peu plus compliqués ou d'aller sur Bitcoin, parce que c'est peut-être plus simple à comprendre? Morgane? Moi, je recommande toujours de commencer par Bitcoin d'un point de vue conceptuel, comprendre comment Bitcoin fonctionne, pourquoi Bitcoin est né, pourquoi cet écosystème existe. C'est quand même, pour moi, la base. Beaucoup ne le font pas. Moi, j'essaye toujours, dans mes prises de parole, de quand même parler de Bitcoin, même si on s'intéresse aux altcoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base. Et ensuite, vous pouvez comparer Bitcoin avec toutes les autres cryptos. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même des grosses différences entre les altcoins, alternative coins. Toutes les cryptos qui ne sont pas Bitcoin sont des altcoins. Et Bitcoin, la crypto-mère, la toute première, qui restera toujours emblématique. Et c'est super intéressant d'après comparer avec Ethereum, de comparer avec d'autres projets comme Chainlink. Et donc moi, je recommanderais quand même de commencer par Bitcoin. Manuel, c'est la base aussi? Absolument. Oui. Je dirais que ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est déjà une allocation d'au moins 40 à 50% de leur portefeuille crypto devrait être consacrée au début à Bitcoin. Ensuite, on peut tabler sur 20% pour Ethereum et ensuite s'intéresser un peu aux cryptos un peu plus risqués, mais qui peuvent avoir plus de volatilité et plus d'intérêt. Mais comme dit Morgane, il faut d'abord commencer par des petits pas et de comprendre le fonctionnement global et de s'intéresser à Bitcoin. C'est la base. Une question pour Morgane. Pourquoi Bitcoin est la blockchain la plus décentralisée? Oui, et d'ailleurs, très, très bonne question, parce que c'est vrai que la décentralisation, c'est quand même un pilier qui est super important pour toutes les blockchains. La sécurité, la décentralisation et la scalabilité. C'est le trilemme, on appelle ça les problèmes que toutes les blockchains tentent de résoudre. Et effectivement, la décentralisation de Bitcoin, alors pourquoi? Parce que c'est la toute première, elle existe depuis 2009 au niveau de la création, et elle a été pensée par Satoshi dans le white paper depuis fin 2008. Mais c'est surtout la blockchain qui est la plus adoptée aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud? Ce sont des ordinateurs qui sont connectés au réseau. Il y a différentes catégories de nœuds. On a les full nodes, on a des nœuds un petit peu plus légers. Je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de technicité, mais en fait, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs rôles sur une blockchain, notamment la blockchain de Bitcoin. Et les nœuds, ce sont en fait ces ordinateurs qui sont répartis partout dans le monde aujourd'hui, Sandra, et qui aident à quoi? À sécuriser le réseau. Et ils ont un rôle qui est fondamental, en fait, les nœuds, notamment quand un mineur, par exemple, va gagner son bloc, donc va gagner du Bitcoin, s'il a touché un petit peu plus de Bitcoin, par exemple, que ce qui est prévu dans le protocole, donc là, actuellement, c'est 3,125 Bitcoin par bloc toutes les 10 minutes, eh bien, il pourrait très bien être sanctionné et en fait par un nœud. Donc les nœuds, ils ont un rôle quand même super important sur une blockchain. Régulation en réalité. Régulation interne, on pourrait voir ça comme ça. Et il y a un garde-fou aussi sur les mineurs et ce qui se passe sur le réseau. Et donc au plus on a en fait de nœuds, au plus on est décentralisé. Et aujourd'hui, Bitcoin, il a énormément de nœuds. Alors on ne sait pas le nombre exact. Pourquoi? Parce qu'il y a des nœuds qui sont publics, mais il y a des nœuds qui ne le sont pas. Et donc on n'a pas un chiffre exact. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont connectées sur le réseau de Bitcoin qui joue ce rôle-là. Des estimations, j'avais entendu peut-être 150 000. Bon, à confirmer, on ne sait pas exactement, mais c'est fascinant de se dire qu'on a tous ces ordinateurs, ces gens qui sont répartis partout dans le monde et qui aident à décentraliser Bitcoin, à l'inverse d'autres cryptos qui ont peut-être une scalabilité beaucoup plus intéressante qu'un Bitcoin. Donc les applications décentralisées, c'est ça en fait, c'est aller chercher beaucoup d'utilisateurs qui vont faire une opération et qui va pouvoir, enfin la blockchain doit pouvoir suivre. Bitcoin a un petit peu moins ça, même si elle a des layers 2 qui l'aident. Il y a des contrats, des smart contrats légers aussi qui arrivent sur Bitcoin. Mais sa grosse plus-value, c'est effectivement la sécurité de Bitcoin et sa décentralisation parce qu'elle est énormément sécurisée par tous les nœuds dont j'ai parlé juste avant. Et on ne connaît pas aussi le fondateur de Bitcoin. Ben non. Le fait qu'on ne connaisse pas l'identité de Satoshi Nakamoto, ça nous donne aussi, il n'y a pas de centralisation sur qui a créé finalement le Bitcoin. Donc c'est aussi une notion qui est importante dans le concept de décentralisation de Bitcoin. Plus du tout aucun signe de vie depuis combien d'années maintenant?
Depuis la création. Enfin non, je pense. On avait eu quelques 2012, signes ou quelques doutes. Voilà, c'est ça. Mais 2012, 2012, ça veut dire 13 ans. Il a géré le projet entre 2009 et 2012. Et ensuite, il a dit j'arrête, je m'en vais. Ouais. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucun signe de vie, rien du tout. Impossible de le retrouver. Il y a eu un signe de vie. C'est lorsque des médias américains avaient dit qu'ils avaient retrouvé Satoshi Nakamoto, qui était un ingénieur, selon eux, un ingénieur américain. Et il y a eu un message de Satoshi Nakamoto pour dire que non, c'était pas lui. On a même cru qu'il était mort. Enfin, il y a une rumeur qui dit qu'il est plus de ce monde parce que justement, il n'y a plus aucun signe. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a énormément de bitcoin dans son wallet. Ça, c'est une réalité. Ce matin encore, j'entendais, je ne sais plus le montant, mais c'est énorme. Mais on sait que c'est potentiellement aussi un groupe de personnes. Donc au final... je pense que ça participe vraiment à cette idée de décentralisation aussi. Et puis d'ailleurs, je voulais rajouter la loi de Metcalfe. Au plus il y a de participants à un réseau, au plus un réseau est fort. Et c'est ce qui fait que Bitcoin aussi a cette forme de décentralisation et de sécurité et la conscience aujourd'hui des États et de plein d'investisseurs comme nous aussi. Oui, c'est vrai que c'est très rassurant, effectivement. Pour rajouter à la magie, on estime que Satoshi Nakamoto a environ 800 000 bitcoins et il n'en a jamais dépensé un seul. Et on ne sait pas pourquoi. Oui, mais attention, avec l'ordinateur quantique, vous avez dit que ceux-là, ils étaient peut-être un peu en danger. Une toute dernière question, il nous reste 1 minute. Manuel, quel document nous donne toutes les informations sur une crypto ? Alors, on fait très souvent référence à ce qu'on appelle le white paper. Le white paper, on fait référence à ça parce que Satoshi Nakamoto lui-même a commencé par ce biais. Il a produit un document de 7 pages à l'époque, en 2008, qui décrivait le fonctionnement de Bitcoin. Et c'est devenu un peu une tradition pour tous les projets crypto de créer leur propre white paper qui décrit le fonctionnement de la crypto, comment est-ce qu'elle va gagner de l'argent, comment est-ce que les fonds seront distribués et ainsi de suite. Donc c'est le document de base pour apprendre le fonctionnement d'une crypto. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Il faut également aller se renseigner sur les réseaux sociaux, sur l'historique de la crypto, qu'est-ce qui s'est passé, sur éventuellement les fondateurs, etc. Il faut faire vraiment son travail. Il faut faire ses devoirs. Il faut faire ses devoirs pour vraiment être au courant. Merci à tous les deux pour vos réponses très précises comme tous les jeudis. On vous répond à vous, investisseurs avertis, ou à vous, investisseurs débutants. Vous pouvez nous poser toutes vos questions à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360. Merci Manuel Valente, directeur scientifique chez Coinhouse. Merci à tous les deux. Et les programmes continuent sur BFM Business. Tout de suite, BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.